Aujourd'hui, Exploration Planète vous emmène à la rencontre d'une Égypte mystérieuse. Partons tout d'abord à Alexandrie, en compagnie de l'archéologue Anne-Marie Guimier-Sorbet, pour découvrir de superbes fresques antiques, témoignages de la cohabitation entre Grecs et Égyptiens. Alexandrie, l'une des villes les plus peuplées et les plus actives d'Égypte. Depuis 8 ans, les nombreux chantiers de construction mettent au jour des vestiges enfouis dans son sol depuis des siècles. Comme ici, dans le quartier de Gabari, où la construction d'une autoroute a révélé les traces de la célèbre nécropolis, la cité des morts, le plus grand cimetière souterrain du monde antique. C'est au CEA, au Centre d'études alexandrines, que sont confiées les fouilles d'urgence sous la direction de Jean-Yves Empereur. En 6 mois de travail, les archéologues ont dégagé un gigantesque labyrinthe, véritable gruyère formé de 38 salles funéraires et plusieurs centaines de tombes. Tu reconnais le triclinium ici. Aujourd'hui, Anne-Marie Guimier-Sorbet, spécialiste des décors grecs et romains, rejoint sur le site Marie-Dominique Néna, coordinatrice de la fouille. Là, on va prendre un loculi qui va nous conduire dans tout cet ensemble-là. Elle doit expertiser les quelques décorations présentes dans la nécropole. Anne-Marie Guimier-Sorbet s'enfonce pour la première fois dans cet étroit dédale souterrain. Bon, donc là, on arrive dans la 12, qui est entièrement comblée. Et donc là, on va descendre dans ce trou-là. Donc tu te mets à plat ventre, tu fermes ta chemise. Oui. Enfin, tu tires tes manches. Guidée par Marie-Dominique Néna, elle progresse par des trous creusés par les pilleurs de tombes au cours des siècles. Bon, allez, courage. Là, tu peux te mettre sur les genoux. Fais attention à ta tête. C'est bon. Bon, là, tu peux te redresser, hein. Oui. Mais tu descends quand même doucement. Et tu fais attention parce qu'il y a un petit trou quand on descend. Tiens. Donc voilà. Oui. Hein? Ce sont les pilleurs de tombes qui ont vidé ces alvéoles, creusés dans les parois, et où l'on déposait les corps. Accès à l'ouest, c'est vraiment gruyère, dans tous les sens. Alors ensuite, ça a été perturbé, hein, tu vois, trou de voleurs des deux côtés, une qui va dans cette pièce-là, une autre qui va dans la pièce au contrebas. De ces Grecs enterrés à Gabari au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il ne reste plus ici que quelques inscriptions et un tas d'ossements. Le trou que tu vois là-bas, il vient de la pièce de laquelle on est parti. D'accord. Hein, oui. Tu vois, tout, là, tout communique. Bon, là, fais attention parce qu'on va rentrer dans une pièce qui a quand même base de plafond. Viens à côté de moi. Regarde cette petite merveille là. C'est super, oui. Hein, donc les consoles, petite console, simple. Bon, visiblement, ça n'était pas peint, mais c'est très finement mouluré. Ah oui, c'est fin, hein, non, oui, c'est tout à fait bonne qualité. Hein, là. Ce que je me demande, tu vois, c'est ce que c'est que les traces là qu'on a. Ce sont des coups d'outils. Hein. Ce qui est amusant, c'est que ces moulures, en fait, elles sont faites pour faire jouer les ombres et les lumières. Ouais. Mais ça, c'est valable lorsqu'on est à l'extérieur. Ici, on est dans un endroit noir, mais ce sont les portes, les belles portes des oui, c'est les belles portes. palais. Il y a un très beau musée qui est tout à fait comme ça, un grand. Hein, oui. Mais de ce type-là, aussi bien dans les nécropoles orientales que dans la nécropole occidentale, on en a très peu de traces. Pour les Grecs, le royaume des morts devait être le reflet du monde des vivants. Les façades des tombes étaient la reproduction en miniature des façades de maisons, palais, temples. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par le conquérant macédonien Alexandre le Grand, Alexandrie est à l'origine une vaste colonie grecque installée en Égypte. Elle deviendra l'un des pôles culturels et politiques les plus importants de l'Antiquité, rival d'Athènes, puis de Rome. Le phare, 7e merveille du monde, le musée, la grande bibliothèque, le temple de Cléopâtre en ont fait sa gloire et sa richesse. Dominées par les colonnes de Pompée, les catacombes de Kom el-Shougafa sont connues des archéologues depuis le début du siècle. Jean-Yves Empereur y pénètre par les 100 marches du puits funéraire par lequel on descendait les morts.
L'architecture y est très différente de celle de la grande nécropolis. Construites beaucoup plus tard, au 1er siècle après Jésus-Christ, ces catacombes surprennent par leur style fait d'un mélange étonnant des traditions grecques et égyptiennes. Comme cette statue, au corps grec et à la tête d'Anubis, divinité égyptienne. Marie-Jeanne, dessinatrice du Centre d'études alexandrines, relève une fresque dans l'une des tombes découvertes en 1902. À l'époque, le plafond et les parois apparaissaient nus. Un changement d'humidité récent fait ressortir aujourd'hui d'anciennes peintures que les archéologues tentent de décrypter. Bonjour. Ça va? Ça va bien, oui. Ça va. Ça avance. Oui, c'est bien. Bon, j'ai encore quelques hésitations parce que je ne sais pas trop si en fait c'est un animal là, qu'on peut apercevoir ou si c'est simplement une tache du mur. Puis évidemment, les visages, on n'arrive plus trop bien. C'est seulement il y a 4-5 ans qu'on a commencé à voir, avec le changement d'humidité dans la tombe, une scène en haut pharaonique, de momification, on l'a reconnu assez rapidement. Et puis en bas, des personnages. On connaissait Athéna avec son bouclier au centre. Et puis déesse là-bas, on l'a interprété assez rapidement comme Artémis. Et puis à droite, un autre personnage féminin, on ne savait pas trop qui c'était. D'ailleurs, elle a une drôle d'attitude. Une drôle d'attitude. Et on a pensé un jugement de Paris au départ. Ah bah oui, les trois... Mais en fait, ça ne marchait pas très bien. Parce que, non seulement il manquait Paris, mais l'attitude des personnages, on dirait qu'ils craignent quelque chose. Devant les difficultés pour identifier la scène, dont une partie a été détruite par un trou de voleur, Jean-Yves Empereur demande l'avis d'Anne-Marie Guimier-Sorbet. Elle découvre un tableau hors du commun, mais dont elle ne peut donner qu'une explication incomplète. On retrouve ici une des toiles que Mary Jane a faites en interprétant ce qu'il reste sur les murs. On retrouve ce qui est tout à fait exceptionnel, ce registre de style égyptien, scène de momification d'Osiris avec Anubis et les deux sœurs, Isis et Nephthys. En dessous, le registre grec, où on peut reconnaître, à coup sûr aujourd'hui, Artémis, Athéna, peut-être Aphrodite, mais bien sûr, le trou de voleur nous cache une partie de la scène et ce qui ne nous permet pas de comprendre exactement sa nature. On décide de faire appel à un photographe pour tenter d'en savoir plus. André Pell, photographe du CNRS, a réussi il y a 20 ans à faire réapparaître grâce aux rayons ultraviolets des inscriptions apparemment effacées d'un parchemin médiéval. Le CEA lui demande de tenter la même expérience pour les peintures de Komel Shugafa. André Pell réussit là encore à révéler, grâce aux ultraviolets, les détails de ces parois que l'on croyait en partie vierges. Les photographies qu'il prend montrent que l'ensemble de la tombe et même le plafond étaient couverts de peinture. Un tel succès encourage Anne-Marie Guimier-Sorbet à poursuivre l'expérience dans la tombe voisine, dont les murs sont restés jusqu'à présent totalement muets. Cette deuxième tombe est la jumelle de la précédente, construite sur le même plan. Mais dans celle-ci, aucun des murs n'a été percé par les pilleurs. Anne-Marie Guimier-Sorbet espère enfin comprendre le mystère de ces parois muettes.
Après un relevé minutieux de ces nouvelles peintures, la scientifique peut enfin résoudre l'énigme posée par les fresques de la première tombe. Dans la première tombe, on n'arrivait pas bien à comprendre le registre grec parce que nous avions ce trou de voleur. La chance a voulu que la tombe 2 ait le même type d'iconographie et que les UV nous permettent de voir cette partie qui est le char d'Hadès. Hadès, c'est donc le dieu des enfers, et il sort donc de la terre qui s'en trouve, il attrape Perséphone et l'enlève. L'enlève bien sûr pour l'emmener dans les enfers. C'est le symbole de la mort. Alors en fait, cette apparition nous a permis de comprendre l'ensemble de la scène qui se déroule en 3 tableaux. Sur la paroi gauche, nous avons, selon la tradition littéraire, Perséphone au milieu de ses compagnes en train de cueillir des fleurs. Puis, deuxième épisode, la terre s'entr'ouvre, le char d'Hadès en sort, Hadès empoigne Perséphone, et puis le troisième épisode, nous l'avons aussi, ce qui est très rare, il s'agit du retour de Perséphone, puisque Perséphone sort d'une faille de la terre et remonte dans le monde des vivants. C'est évidemment la scène de résurrection. C'est ainsi que les Grecs représentaient le renouveau des saisons. C'est-à-dire qu'à chaque printemps, Perséphone sort des enfers, remonte sur la terre et fait pousser les plantes. Perséphone, c'est la déesse de la végétation. Et puis à chaque automne, elle est enlevée par Hadès qui l'entraîne dans les enfers, c'est-à-dire dans les mondes souterrains. Et c'est ce qui va déclencher l'hiver. Ces fresques prouvent, une fois de plus, que les Grecs d'Alexandrie avaient adopté au cours des siècles certains dieux égyptiens qu'ils vénéraient tout autant que les leurs. Mais pour la première fois, ces 2 peintures racontent, chacune dans son style, exactement le même mythe, celui de la résurrection, ultime symbiose des religions. Suivons maintenant l'égyptologue Philippe Brissot, qui depuis plus de 20 ans enquête sur une des villes les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne, Tanis. Au nord de l'Égypte, dans le delta du Nil, une ville sort de terre. Une ville dont seule la Bible et les archéologues ont gardé la mémoire, une ancienne capitale d'Égypte, Tanis. Aujourd'hui enfouie sous des centaines de blocs de pierre, elle s'étendait ici sur près de 3 kilomètres. Un homme consacre sa vie à faire remonter à la surface l'histoire de cette ville. Philippe Brissot observe le même rituel tous les matins. Il est 6h30. Après avoir salué l'équipe des ouvriers égyptiens, le directeur de la mission française des fouilles de Tanis donnera ses instructions pour la journée. Continue à dégager la terre sur 5 cm à peu près pour que la coupe apparaisse bien, d'accord? Comme vous l'avez fait déjà ailleurs. En quelques années, 60 000 mètres cubes de terre ont ainsi été déblayés à la pelle, au grattoir et au pinceau. Un travail de fourmi sur l'un des plus vastes chantiers archéologiques d'Égypte. Depuis le XIXe siècle, sont apparus ici les restes de plusieurs enceintes sacrées, la porte monumentale d'un temple et les tombes, parfois inviolées, de Psousénès, Amenémopé, Siamon, Osorkon et Sheshonq III, pharaon d'Égypte. L'écho d'un passé qui ressurgit au rythme lent des porteuses de terre. La terre, justement, vient de livrer un nouveau trésor. Un visage renversé qui avait échappé à toutes les fouilles jusque-là. Ça fait plaisir, quoi. Un petit plaisir de temps en temps. Hein. Depuis le temps quand même qu'on touille dans cette zone, on a marché dessus pendant 5 ans. C'est quand même un très bel objet du point de vue esthétique, donc ça fait plaisir. Mais après, oui,
C'est toute une série de questions. D'où provient ce visage? Que fait-il ici? Que dit-il sur l'endroit où il a été trouvé? Depuis des années, Philippe Brissot interroge le dernier témoin du passé de Tanis, le sol. C'est le dialogue qu'on peut avoir avec quelqu'un de muet. Donc il faut parler autrement qu'avec de simples mots. Mais, enfin, effectivement, ce sont des questions qu'on lui pose et des questions auxquelles il répond. Et puis si on lui parle mal, il ne répond pas. Pour faire parler le sol, l'archéologue enquêteur dispose de plusieurs techniques. L'étude de ces fragments de poterie, par exemple, prélevés partout sur le site, leur style peut permettre de dater le terrain. Les vues aériennes aussi renseignent le chercheur. Ce que l'œil ne voit pas, l'appareil photo le décèle parfois, même suspendu à un simple cerf-volant. Vues de près, les pierres livrent également de précieuses informations. Sur les parois de ce puits sacré, Olivier Lavigne relève la trace de chaque impact d'outil. Il sait les lire, car il est lui-même tailleur de pierre. En regardant les traces d'outils, j'entends presque le son de l'outil, je l'ai presque dans l'oreille, quoi. Je vois le geste, j'ai quasiment le son, j'arrive à voir le rythme de percussion, parce que là, par exemple, celui-ci, quand ça tape, ça doit faire touc, 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 touc. Celui-ci, en travaillant, ça fait poc, 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 des coups beaucoup plus longs. Tout ça, c'est parlant. Chez les tailleurs de pierre, on dit qu'un mur, c'est un livre. Les pierres peuvent ainsi révéler le type d'outils utilisés, le nombre d'ouvriers et l'organisation de leur travail. Mis bout à bout, les milliers d'informations recueillies permettent peu à peu de reconstituer l'histoire de ces collines. Posées au milieu de plaines fertiles, elles n'ont rien de naturel. Ce qui s'étale ici, c'est en fait une ville désagrégée, faite de pierres et de briques crues. Une ville qui a connu la splendeur des pharaons depuis la 21e dynastie, puis l'époque romaine, puis les débuts de notre ère. 1700 ans d'histoire avant de retourner à la poussière. Un véritable paradis pour les jeunes archéologues venus de France. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est de marcher sur un sol d'époque, byzantine, romaine, de marcher sur un sol archéologique. Enfin, où vraiment les objets ressortent de la terre et personne s'est installé après, Ça, c'est génial. Quand j'ai commencé à travailler ici, le sentiment que j'ai eu, c'était d'être face à un chaos et de me dire comment faire pour comprendre ce chaos et le rendre compréhensible aux autres. C'est un jeu de l'esprit, paradoxalement, on manipule énormément de poussière, énormément de terre pour un travail qui nous confronte en permanence avec une image complètement virtuelle du site. Cette image, c'est à force d'imagination et de déduction qu'elle apparaît peu à peu. Il y a 10 ans, sur le plan de Tanis, Philippe Brissot observe de troublantes similitudes avec la disposition des temples de Thèbes au sud de l'Égypte. Et si Tanis avait été conçu comme une réplique de Thèbes, le fabuleux site des temples de Karnak et de Luxor. Aussitôt, les fouilles se déplacent de 2 km pour tenter de vérifier l'hypothèse. En prospectant à l'extrémité sud du site, si l'hypothèse était exacte, nous devions mettre en évidence un bâtiment. Et ce bâtiment, et ça c'est extrêmement plaisant parce que c'est comme une formule mathématique qui fonctionne parfaitement bien, et ce bâtiment, nous l'avons trouvé, il y avait à l'emplacement prévu le monument prévu. Mis au jour avec l'aide des géophysiciens d'EDF, voici ce qui reste d'un temple dédié au dieu Amon, une réplique pâle mais bien réelle de Luxor, Tanis et donc la Thèbes du Nord. L'équipe de Philippe Brissot perpétue une tradition française. Depuis les missions scientifiques mandatées par Napoléon, des Français se succèdent ici et consacrent une partie de leur vie à Tanis. Pierre Montet, par exemple, le découvreur des tombes royales. Chaque jeudi est un jour de paye pour les ouvriers égyptiens. Eux aussi sont fidèles à Tanis. Ils travaillent sur le site de père en fils et de mère en fille.
Attendez un peu, sinon je ne vous donne que celui-ci. 2 fois par an, ils ont rendez-vous avec la mission française pour les campagnes de fouilles. C'est comme ceux qui font la récolte du riz, ou du coton, ou du maïs, ou bien ceux qui font les périodes de pêche, ou qui vendent. Nos ouvriers, eux, ils attendent la saison des fouilles, ils savent que c'est leur travail. Ils récoltent les ruines. On va à la rencontre du passé. L'inspecteur régional des antiquités égyptiennes s'est déplacé en personne pour assister à l'événement. Le visage de Pierre, découvert la veille, va être sorti de terre. La pierre est encore enfoncée dans la terre ou juste posée dessus? Elle est un peu enfoncée. Il aura attendu là près de 2700 ans. Tournez-la un petit peu comme ça et soulevez-la. Faites attention au nez. C'est extrêmement fragile. Sayed, éloignez votre main là, éloignez-la un petit peu. Et puis vous mettez une main un peu plus bas aussi. Encore. Ah, la grâce de Dieu. Posez-le par ici. Venez encore. Voilà. Dieu soit loué. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que quand la tête a été cassée, tout aurait pu se briser. Ah, c'est très fragile. Le visage, sans doute un couvercle de sarcophage, était enfoui au pied d'une enceinte vieille de 3000 ans. Pourtant, il ne faut pas forcément les associer. Sous la surface du sol, les époques se superposent et parfois s'entremêlent. C'est en permanence c'est très stimulant pour l'esprit, mais cette espèce de jeu de piste trompeur, délibérément, on pourrait dire, truqué par une espèce de démon de l'archéologie, qui viendrait nous créer des évidences, nous donner des indices qui ne sont là que pour nous emmener dans des directions qui ne sont pas les bonnes directions. Tanis a ainsi conduit pendant plus d'un siècle les archéologues qui voulaient la comprendre. Sur presque chaque pierre, une indication trompeuse, le nom sous toutes ses formes de Ramsès II. Nessoutibiti, Neb Tawi, le roi de Haute et Basse-Égypte, le maître des deux terres, Ouzamasré, c'était Penré, le fils de Ré, Saré, Nebraou, le maître des apparitions. Sur le haut du fût de l'obélisque, le nom d'Horus de Ramsès II, le début du nom d'Horus, Canart, l'auteur au puissant, qui se répète à côté. C'est toujours la même litanie de pierres présentant le nom de Ramsès II. Cette omniprésence des mentions de Ramsès II a amené les archéologues du 19e siècle et ceux d'une partie du 20e à considérer que Tanis était la capitale que Ramsès II avait fait construire dans l'est du delta. Et c'est finalement à 10 km de là que la véritable capitale de Ramsès II a été mise au jour. On le sait maintenant, Tanis a été fondée bien après la mort du grand pharaon. Pour la bâtir, les Égyptiens ont simplement récupéré et transporté jusqu'ici ces pierres signées Ramsès. Ici, il n'y a pas de vérité simple.
Quand on en trouve, en général, on se trompe. Donc il vaut mieux toujours réfléchir à 2 fois avant d'annoncer triomphalement qu'on a trouvé quelque chose. Vous savez, on pourrait s'amuser. Vous avez là, sous les yeux, un petit ensemble. Si on voulait dire, ah oui, mais nous sommes vraiment dans un contexte funéraire, on pourrait dire, allez, regardez, on a carrément une barque qui a été dessinée. C'est remblayé, on le voit mal, mais c'est vrai que quand c'est dégagé, on a l'impression d'une barque. Alors voilà, hop, on fabrique une barque funéraire. C'est très vraisemblablement une espèce de petit magasin qui existait contre ce mur-là et qui a lâché sous la pression de la terre et qui a pris une forme courbe. Mais si on veut absolument aller très vite et trouver de l'extraordinaire à raconter, on aurait pu présenter ça comme une barque funéraire. Mais bon, ça ne sera vraisemblablement pas le cas. Je suis méfiant envers moi-même. Parce que s'il y a erreur, c'est pas le terrain. Le terrain, lui, ne raconte pas une erreur. C'est nous qui nous racontons des histoires qui ne sont pas les bonnes. Cela fait près de 25 ans que Philippe Brissot promène son regard d'enquêteur patient sur cette ville, engloutie par le temps. 25 ans d'acharnement à comprendre ce qui s'est passé ici. Si je suis capable de passer autant de temps à me préoccuper de ce dernier millénaire, c'est peut-être parce que j'ai aussi en moi-même tout un tas de questions sur mon propre temps qui s'écoule. Et que je peux, disons, contribuer à les résoudre ou à les évacuer, suivant comme on veut, à partir de ces pratiques. C'est une bataille sans fin que livre Philippe Brissot. Le temps ici se compte en milliers d'années. Les archéologues ne viendront peut-être jamais à bout des mystères de Tanis.